Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Tout de suite, une tournée avec l'actualité. On commence effectivement avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives à la Banque centrale pour le lancement d'un nouveau programme de financement foncier en faveur des citoyens à faible revenu, justement pour les aider à se procurer d'utilités de logement. Avec le gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Tariq Amer, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité bancaire, Gamel Nigm, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité monétaire, Rami Abounaga, et Madame le premier vice-gouverneur de la Banque, Maï Abounaga. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les activités de la Banque centrale dans le cadre du système monétaire et financier de l'État. Dans ce contexte, le président el-Sisi a chargé la Banque centrale d'élaborer et de lancer un nouveau programme de financement immobilier au profit des catégories à revenus faibles et intermédiaires pour les soutenir, pour qu'ils puissent posséder des unités de logement à travers des prêts à long terme pouvant aller jusqu'à 30 ans avec un intérêt simple qui ne dépasse les 3%. À cet égard, le gouverneur de la Banque centrale a présenté les efforts de la banque au cours de la période écoulée, en particulier pendant la pandémie de Covid-19, soulignant que la situation actuelle des réserves monétaires étrangères est à un niveau fort et sûr, conduisant à des taux de change stables et à l'obtention de liquidités des devises ayant un grand impact à surmonter les répercussions de Covid-19 au cours de l'année passée. Ainsi, le président a loué la performance de la Banque centrale, en harmonie avec toutes les institutions gouvernementales, conformément à l'orientation économique générale de l'État. De même, les résultats de l'initiative présidentielle lancée en 2015 pour les moyennes, petites et micro-entreprises ont également été examinés, dont leur taux total de financement s'est élevé à environ 234 milliards de livres égyptiennes, dont 1,260 million établissements commerciaux et industriels ont bénéficié, fournissant environ 1 million de chances d'emploi. À cet égard, le président el-Sisi a exigé l'augmentation du volume de ce financement de 117 milliards de livres égyptiens supplémentaires au cours de l'année en cours et de la suivante. De sa part, Tariq Amer a présenté les efforts de la Banque centrale pour développer et restructurer la banque agricole. 320 000 agriculteurs ayant été exemptés en annulant leurs dettes, en plus de contribuer au projet de centre moderne de collecte des produits laitiers, en plus de pomper environ 2,5 millions de livres en faveur du développement de projets d'élevage comprenant des centaines de milliers de têtes d'animaux ainsi que 3 milliards de livres pour le projet national de veau. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a approuvé la demande de la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, à l'exception de la tenue de foires du livre, de festivals et de représentations théâtrales sur des places ouvertes et des espaces avec une fréquentation de 50% de la capacité, tout en prenant toutes les mesures de précaution et de prévention en coordination avec le ministère de la Santé et toutes les parties concernées. La ministre de la Culture a remercié le Premier ministre et a déclaré que la tenue de ces événements dans les espaces ouverts contribue grandement à l'industrie de la culture et des arts, soutient les livres et l'édition et crée de bonnes opportunités pour commercialiser le produit culturel et artistique et les amener à diverses parties du pays afin de réaliser le principe de justice culturelle. Elle a indiqué que la tenue, ou plutôt que le retour des festivals, aide à communiquer avec le monde, avec le soft power, en particulier avec les frères du continent africain. Elle a également dirigé tous les secteurs du ministère et le comité suprême des festivals pour souligner que toutes les mesures de précaution soient prises en coopération avec le ministère de la Santé en application de la décision du Premier ministre, affirmant la volonté de l'État de ramener la vie à la normale. Les forces de la marine égyptienne et française ont effectué dimanche un exercice maritime avec la participation de la frégate égyptienne Sad al-Fatah
et du porte-avions français Charles de Gaulle, et ce dans la zone des opérations de la flotte sud. Le porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré sur Facebook que ces exercices s'inscrivaient dans le cadre du plan d'entraînement conjoint avec les pays étroitement liés au Caire et qu'ils avaient pour objectif de soutenir la sécurité et la stabilité maritime dans la région, de renforcer les capacités bilatérales. Les multiples exercices navals que les forces navales égyptiennes et françaises ont justement menés ensemble ces derniers temps reflètent le grand développement à la marine égyptienne et la formidable percée technologique dont elle a été témoin ces dernières années. Lors des travaux de la deuxième journée de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques, le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Gomaa, a déclaré que le ministère des Waqf prêtait une attention particulière à la formation des imams, des prédicateurs, mais aussi des prédicatrices et au développement de tous les cadres au sein du ministère. D'où l'idée de l'organisation de stages périodiques pour la formation des prédicateurs et des prédicatrices, non seulement de l'Égypte, mais aussi de différents pays islamiques. Il s'agit effectivement de stages intensifs en psychologie et en sociologie, en langues étrangères et en mass médias. Les participants à la conférence de Waqf, Dialogue des religions et cultures, ont affirmé que le dialogue positif entre les civilisations et le respect de la vie privée et de l'équité conduit à construire des ponts de communication efficaces entre les différentes cultures populaires et internationales, empêche les guerres, conduit à l'harmonie et à la coopération et est le seul moyen de se débarrasser des conflits et de suivre les traces des prophètes pour construire une civilisation humaine mondiale loin de l'atmosphère d'oppression, d'injustice et de domination. Cela a eu lieu lors de la 5e session de la conférence de dialogue interconfessionnel organisée par le ministère des Waqf sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi pendant la période du 13 au 14 mars. Le secrétaire général de la Ligue musulmane mondiale et membre de l'Académie islamique de recherche, Dr Oussama Al-Abd, a affirmé qu'un dialogue positif, qui dépend de la bonne intention, de la connaissance et de l'engagement envers les bonnes paroles, conduit à construire des ponts de communication efficaces entre différentes cultures du monde et empêche les guerres. Dans son discours, Dr El-Abd a souligné l'importance de préserver la vie privée des nations et des sociétés, de les respecter et d'y adhérer lors du dialogue, appelant à l'adhésion à la spécificité religieuse, c'est-à-dire la religion islamique, qui a un rôle fondamental dans la promotion dialogue, comme en témoignent certains orientalistes. Pour sa part, le secrétaire général du Conseil mondial des communautés musulmanes, Dr Mohamed Bacheri, a déclaré que le dialogue religieux ne peut être isolé d'aucune autre forme de dialogue parce qu'il est intimement lié d'une manière ou d'une autre et a recommandé à la conférence à la création d'un centre mondial de dialogue entre les adeptes des religions et des cultures au sein du Conseil suprême des affaires islamiques dans le but d'approfondir la connaissance de l'autre côté et de promouvoir la culture du dialogue. Bachari a également appelé à la condamnation des insultes aux saintes religieuses, leurs symboles, effets et personnalités, et appelant à l'activation de la résolution numéro 241 des Nations Unies criminalisant le mépris des religions, y compris dans les constitutions nationales, et condamnant l'emploi politique de la religion sous quelque forme que ce soit, et rejetant l'attribution du terrorisme à toute religion. Le grand imam d'Al-Azhar, la plus haute instance islamique dans le monde, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, a exprimé son inquiétude face à l'escalade de l'animosité contre les musulmans affichés, les partisans de l'extrême droite dans plusieurs pays occidentaux. Le grand imam a affirmé que notre monde avait besoin plus que jamais du respect, de l'acceptation de l'autre. Cheikh Al-Tayyib a tenu ses propos lors de son entretien avec l'ambassadeur de l'Allemagne en Égypte, Cyril Janoun.
Le grand imam d'Al-Azhar a également rappelé qu'il ne fallait pas oublier que certains groupes exploitaient la religion à des fins personnelles et tiraient profit de la vague d'islamophobie qui règne actuellement en Occident. De son côté, l'ambassadeur d'Allemagne en Égypte a affirmé que l'Azhar représentait une référence non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans à travers le monde. M. Jean Noun a indiqué que les musulmans qui représentaient près de 6% de la population en Allemagne profitaient de tous leurs droits au sein de la société allemande sans aucune distinction. Le ministre des Ressources en eau et en irrigation, Dr Mohamed Abdelati, est arrivé au Caire en provenance de la capitale irakienne, Bagdad, après une visite officielle réussie dans les pays frères, au cours de laquelle il a participé à la première conférence internationale sur l'eau. Dr Abdelati a déclaré qu'il avait tenu un certain nombre de réunions en marge de la conférence avec un certain nombre de ministres de l'eau dans les pays frères où des opportunités ont été discutées pour renforcer la coopération entre l'Égypte et ces pays dans les domaines de la gestion de l'eau et des moyens réalisés dans les intérêts communs au bénéfice des citoyens de ces pays. M. Abdelati a expliqué que sa participation à cette conférence est une expression de la conviction de l'Égypte dans la nécessité de parvenir à une coopération, une coordination entre l'Égypte et les pays frères pour atteindre les objectifs des peuples en matière de développement durable et pour parvenir à une gestion optimale de l'eau, en particulier à la lumière des défis auxquels est confronté le secteur de l'eau dans de nombreux pays du monde. Dans quelques jours, les regards du monde se dirigeront vers l'Égypte où un événement inédit dans le monde certainement aura lieu. Il s'agit du transfert de 22 momies royales du musée égyptien de Tahrir vers le lieu de leur exposition permanente au musée national de la civilisation égyptienne à Fustat. Ce transfert aura lieu lors d'un défilé majestueux digne de la grandeur des pharaons et de la civilisation égyptienne. Des représentants des ministères concernés et des responsables de la compagnie chargée d'exécuter cet événement se sont réunis pour faire les dernières retouches en vue du départ de ce cortège durant les prochains jours. La campagne chargée du transfert des momies royales est spécialisée dans ce domaine qui garantira l'exécution justement de cet événement en toute sécurité et perfection. Et justement, pour plus de détails sur cet événement très important, mais aussi très intéressant, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem Hassan. Vous êtes expert en tourisme. Bonjour, M. Hazem Hassan. Bonjour. Voilà, ils vont changer de place. Ils étaient au musée justement de Tahrir, au centre-ville. Ils vont justement être exposés au musée de Fustat. Voilà, il s'agit d'un cortège royal digne de la civilisation égyptienne. Quel regard vous portez justement tout d'abord sur ces momies, mais aussi sur leur nouveau lieu d'exposition? Bien sûr, quand on voit ces momies royales, justement, ont attiré toujours l'attention du monde entier. Oui. Déjà, les ministères de la modification ont intrigué beaucoup de gens, soit des experts, des spécialistes, ou même des gens normaux qui n'ont pas une connaissance particulièrement importante au niveau de la médecine ou au niveau de l'archéologie en général. Mais on voit que le monde entier va avoir les yeux sûrement sur le Caire et sur ce cortège royal très important qui va être suivi en direct. Et en plus, les préparations, si on veut, pour cet événement important mondial, bien sûr, sont terminées après un très grand travail, un très grand effort, un très bon plan, déjà à partir du développement de la place de Tahrir, avec beaucoup de travaux qui étaient faits dernièrement, l'obélisque, les 4 piliers, tout ça. On voit que c'est quelque chose qui est époustouflant, quoi. Et on voit que
Ça attire les gens, les yeux des gens, même les gens qui sont venus plusieurs fois. Ça leur permet vraiment de voir ce cortège magnifique, ce qui montre justement la belle image de l'Égypte. Et ça va attirer même l'attention des gens qui sont venus plusieurs fois à venir pour voir ce travail magnifique. Donc l'Égypte se présente encore une fois d'une façon très très forte dans le domaine du tourisme international. Et je pense que le fait qu'on sera capable justement de consacrer une visite entière dans le musée de la civilisation pour voir et admirer ces momies royales, je pense que ça va attirer l'attention de beaucoup de touristes pour revenir et revenir pour voir l'Égypte aujourd'hui après ces travaux de développement durable et dans un cadre égyptien pharaonique, si on veut. Très bien. En fait, ce musée du Caire, voilà, le musée de Tahrir, qui était connu justement pour ses richesses, que ce soit justement les objets qui sont exposés, mais aussi les entrepôts qui abritaient beaucoup d'objets qui n'avaient pas justement d'occasion d'être exposés. Il n'y avait pas assez de place. Aujourd'hui, on voit que pas mal d'objets changent de place, changent de musée. Pas mal d'objets ont été justement vont être exposés prochainement dans le nouveau grand musée égyptien dont l'inauguration est prévue l'année prochaine, a été reportée justement, c'était prévu cette année. D'autres, voilà, on voit des momies royales qui vont prendre place au musée d'El Fostat. Est-ce que ça va... Comment voyez-vous justement cette nouvelle organisation? Cette nouvelle organisation était très nécessaire, vraiment, parce que quand on regarde l'ancien musée, le musée du Caire, on voit qu'il y a des merveilles, au vrai sens du terme, au niveau artistique, au niveau technique, à tous les niveaux, mais qui n'étaient pas bien mises en valeur. Quand on regarde les grands musées au monde, le Louvre, le British Museum, le Metropolitan, tout ça, tous ces grands musées, on voit qu'on est capable justement d'admirer et apprécier la beauté de chaque pièce, vu que les pièces sont très bien exposées, on a la distance, on a la luminosité pour mieux voir les détails, c'est quelque chose de formidable. Et malheureusement, les pièces des antiquités égyptiennes étaient entassées dans des vitrines avec une luminosité très très faible qui empêchait les gens vraiment à admirer tous les détails et la beauté de chaque pièce. En plus, quand on regarde le nombre d'antiquités qui étaient gardées dans les entrepôts, on voit qu'il y avait des merveilles qui étaient justement gardées dans ces entrepôts et sans permettre aux visiteurs d'admirer ces superbes pièces. Donc maintenant, on a assez d'espace, entre guillemets, assez, mais justement, on va sortir des entrepôts plein de superbes chefs-d'œuvre, uniques au monde si on veut. Ça va permettre aux gens d'admirer et de voir la beauté du travail de nos ancêtres. Par exemple, dans le musée du Caire, aujourd'hui, on expose la collection de Yuya, le grand-parent d'Akhenaton, le célèbre pharaon monothéiste. Excusez-moi. Donc là, par exemple, on peut voir cette collection magnifique trouvée intacte aujourd'hui dans le musée du Caire. Bien sûr, au niveau du grand musée, le grand musée égyptien, on voit que justement, je suis certain que après l'ouverture, après l'inauguration de ce musée, ça va attirer énormément de visiteurs, énormément de touristes, et surtout qu'aujourd'hui, quand on voit son emplacement, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, les touristes n'ont pas besoin de venir pour une semaine ou 2 semaines pour visiter justement le Caire et la Haute-Égypte. Mais aussi, on peut faire des longs week-ends, justement, grâce à ces nouveaux aéroports, à ces autoroutes qu'on a inaugurées. Donc, effectivement, on peut voir des gens qui viennent, qui arrivent le vendredi, par exemple. Ils passent le vendredi, le samedi et le dimanche. Ils passent leur jour pour admirer le grand musée, ainsi que les pyramides, et rester dans un hôtel juste entre les deux sites, entre l'aéroport et les pyramides et le musée, et le surlendemain, ils repartent. Tout à fait. Donc ça, c'était pas possible, justement, avant la construction des nouveaux aéroports, comme l'aéroport Sphinx,
et ainsi de suite. Et tout le réseau routier, justement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hazem Hassan. Vous êtes un expert en tourisme et merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et excellente suite de programme national international.